Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold pilotait son petit avion dans l'État de Washington. Il se dirigeait vers Yakima, mais fit un léger détour pour chercher un avion du corps des Marines disparu. En volant près du mont Rainier, il aperçut un objet brillant, puis plusieurs éclairs de lumière. Cela ressemblait à un groupe d'appareils volant en formation, mais quelque chose clochait. Ces appareils volaient plus vite que tout ce qu'il avait jamais vu. Après environ 2 minutes, les objets disparurent près du mont Adams. Quand Kenneth atterrit à Yakima, il raconta immédiatement son étrange expérience à ses amis et au personnel de l'aéroport. Le temps d'arriver à Pendleton, dans l'Oregon, son histoire s'était déjà répandue. En décrivant le mouvement étrange de ces objets, Kenneth dit que c'était comme une soucoupe de thé glissant à la surface d'un lac. Et c'est là que le terme soucoupe volante apparut pour la première fois. Le 1er juillet 1947, une violente tempête électrique s'abat sur le Nouveau-Mexique. Cette nuit-là, la base aérienne de Roswell détecte d'étranges écho-radars. Les signaux se déplacent beaucoup trop vite pour être des avions. Parfois, ils disparaissent de l'écran pour réapparaître quelques secondes plus tard. Les techniciens vont même jusqu'à démonter les radars pour vérifier une panne. Mais rien n'y fait. Les objets continuent de survoler la région pendant des heures. Au cours des nuits suivantes, le shérif George Wilcox reçoit des dizaines d'appels d'habitants affirmant avoir vu des objets dans le ciel. Lui, qui n'a rien observé, leur répond qu'il doit s'agir d'éclairs ou d'avions de la base voisine. Jusqu'au jour où Mac Brazel, un fermier de la région, se présente à son bureau. Sur ses terres, près de Corona, il a découvert un champ de débris. D'abord persuadé qu'il s'agissait d'un crash d'avion, il se rend vite compte que le matériau est étrange. Fin comme du papier aluminium, plus solide et plus léger que l'acier, et surtout impossible à déformer. Même plié, il reprend instantanément sa forme initiale. Brazel transporte quelques échantillons dans sa camionnette et les montre au shérif, qui prévient immédiatement la base de Roswell. Un officier du renseignement, le major Jesse Marcel, se rend sur place avec lui. Ensemble, ils ramassent d'autres morceaux et rapportent le tout au colonel William Blanchard. Le lendemain, coup de tonnerre. La base aérienne de Roswell publie un communiqué officiel. On y lit noir sur blanc « L'armée a retrouvé un disque volant ». Et oui, l'armée américaine a bel et bien déclaré publiquement qu'elle avait récupéré un objet volant non identifié. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Quelques heures plus tard, l'armée change de version. Le général Roger Ramey organise une conférence de presse au Texas. Devant les caméras, il montre des morceaux de bois, de caoutchouc et d'aluminium et déclare que le fameux OVNI n'était qu'un ballon météo. Mac Brazel, lui aussi, revient sur son témoignage. Il dit regretter d'avoir parlé et décrit désormais les débris comme du simple papier et du balsa. Même Marcel, devant des photographes, confirme la nouvelle version. En une journée, l'affaire est classée. Les gros titres annoncent que la soucoupe volante de Roswell n'était qu'un ballon. Après l'annonce officielle, le pays finit par tourner la page. La folie des soucoupes volantes s'essouffle et Roswell tombe peu à peu dans l'oubli, pour le moment. Les hommes photographiés lors de la conférence de presse étaient des militaires d'honneur. On leur avait donné des ordres et ils les avaient exécutés sans discuter. Mais en vieillissant, sans ordre à suivre, il ne leur restait qu'une seule chose, leur conscience. Alors, certains ont commencé à parler. Et c'est là que l'affaire Roswell refait surface. Le major Jesse Marcel accepte enfin de témoigner. We found a piece of metal, about a foot and a half to 2 feet wide and about 2 or 3 feet long. Felt like you had nothing in your hands. It wasn't any thicker than the foil out of a pack of cigarettes. But the thing about it that got me is that you couldn't even bend it, you couldn't dead it. Even with a sledgehammer would bounce off of it. So I knew that I had never seen anything like that before. And as of now, I don't know what it was. They took pictures, of course. They had a whole flock of microphones there. They wanted me they wanted some comments from me, but I wasn't at liberty to do that. So all I could do is keep my mouth shut. Le colonel Thomas Dubose, chef d'état-major du général Ramey et présent sur les photos du ballon météo, confirmera plus tard que l'histoire officielle était une couverture. Le général Clements McMullen, à Washington, lui avait donné 3 ordres. Calmer la presse,
Envoyer des morceaux de l'épave à Washington, ne jamais en parler à personne, pas même au général Ramey. Dubose obéit et garde le silence des décennies durant. Yes, there have been ET visitation, there have been crashed craft, there have been material and bodies recovered, and there is some group of people somewhere that may or may not be associated with government at this point, but certainly were at one time, that have this knowledge. Le premier site rendu public se trouvait à quelques kilomètres au sud de Corona, au Nouveau-Mexique. Mais selon des témoins, un second site d'impact a été découvert, celui où l'appareil aurait réellement percuté le sol avec des corps. Dans le désert, Jim Ragsdale et son ami Trudy voient un flash et entendent un grondement passer au-dessus d'eux avant qu'un impact lourd ne secoue le sol à proximité. Non loin de là, des archéologues, dont Curry Holden, tombent sur un cratère d'impact. L'un d'eux file prévenir le shérif George Wilcox. Les pompiers de Roswell, escortés par la police, sont parmi les premiers civils sur place. Les soldats bouclent le périmètre, ordonnent aux civils de s'éloigner et installent un cordon de sécurité autour de l'impact. Seul un petit groupe, trié sur le volet, est autorisé à s'approcher du cœur du site. Pendant des heures, sous les projecteurs, les équipes fouillent le cratère et ramassent chaque fragment. Au lever du jour, tout est nettoyé. Rien ne dépasse. Mais selon plusieurs témoins, 5 corps auraient été découverts cette nuit-là. Ils mesuraient à peine 1,20 m et leur tête était anormalement grande. Des descriptions qui se recoupent, venues de témoins qui ne se connaissaient même pas. Pendant ce temps, les médias essaient d'approcher la zone. À Albuquerque, Lydia Sleepy tente de diffuser la nouvelle à la radio avant d'être interrompue par un appel du FBI. Ordre formel, ne rien diffuser. Cette nuit-là, les corps sont transportés discrètement vers un hangar gardé par des militaires armés. Des caisses scellées sont ensuite chargées dans plusieurs avions, direction Los Alamos, le site le plus sécurisé des États-Unis à l'époque. Avant d'examiner les preuves et de séparer le vrai du faux, il faut remettre les événements dans l'ordre. Tout commence le 24 juin 1947. Kenneth Arnold observe 9 objets volants à une vitesse incroyable au-dessus du mont Rainier. Quelques jours plus tard, le 1er juillet, les radars militaires détectent des échos anormaux. Le 4 juillet, 2 objets lumineux sont repérés dans le ciel au-dessus de Corona. Selon plusieurs témoignages, les 2 engins se seraient percutés pendant l'orage. Le 5 juillet, au petit matin, Mac Brazel découvre un vaste champ de débris sur ses terres. Il en ramasse quelques morceaux et les montre à ses voisins. Le 6 juillet, Brazel se rend au bureau du shérif George Wilcox qui contacte aussitôt la base de Roswell. Le major Jesse Marcel se rend sur place avec un officier du contre-espionnage. Il collecte les fragments et les rapporte au colonel Blanchard. Le 8 juillet, l'armée publie un communiqué officiel. Elle annonce avoir retrouvé un disque volant. Mais quelques heures plus tard, l'histoire change. Le général Roger Ramey présente des débris aux journalistes et déclare qu'il ne s'agit que d'un ballon météo. Les photos de Marcel et Dubose avec les restes officiels font le tour du monde. Pendant ce temps, selon plusieurs témoins, un second site, celui du véritable impact, est nettoyé en secret. 5 corps auraient été retrouvés, placés dans des caisses, puis envoyés vers Los Alamos. En 1997, l'armée de l'air publie un nouveau rapport intitulé Roswell Report, Case Closed. Ce rapport prétend clore définitivement l'affaire. Il reprend l'explication du ballon et tente cette fois de justifier les témoignages sur les corps. Selon ce document, les êtres retrouvés n'étaient pas des extraterrestres, mais des mannequins de test utilisés dans des expériences de parachutage à haute altitude. Le programme s'appelait Operation High Dive. Entre 1953 et 1959, des centaines de mannequins grandeur nature furent lâchés depuis des ballons, pour étudier les chutes et la survie des pilotes. Le rapport affirme que des années plus tard, certains habitants auraient confondu ces mannequins avec les corps retrouvés à Roswell. Le problème, c'est qu'Operation High Dive a commencé 6 ans après le crash de Roswell. Certains détails du rapport sont d'ailleurs encore plus surprenants. Les mannequins utilisés mesuraient environ 1,80 m. Rien à voir avec les descriptions d'êtres de 1,20 m à la peau pâle et aux grands yeux. Mais le rapport précise que plusieurs mannequins étaient endommagés ou brûlés, ce qui aurait pu, selon l'armée, raccourcir leurs membres et altérer leur apparence. Autrement dit, pour expliquer des extraterrestres de petite taille, l'armée de l'air parle de mannequins brûlés. Difficile d'y croire. Mais quand on regarde les témoignages, les choses ne deviennent pas plus simples. Prenons d'abord Lydia Sleepy, l'opératrice radio d'Albuquerque. Elle affirmait avoir tenté de transmettre un message sur un crash d'OVNI avant d'être interrompue par un appel du FBI. Mais aucun enregistrement, aucun document ne confirme cet échange.
Et son témoignage, recueilli bien des années plus tard, repose uniquement sur sa parole. Même chose pour le major Jesse Marcel, l'un des témoins les plus célèbres de Roswell. C'est lui qui avait affirmé que les débris ne ressemblaient à rien de connu sur Terre. Mais en fouillant son dossier militaire, plusieurs incohérences apparaissent. Marcel aurait exagéré ses décorations, son grade et même son rôle dans l'opération. Il disait être pilote, avoir abattu 5 avions ennemis et avoir transporté lui-même les débris de l'OVNI. Or, il n'a jamais été pilote et rien dans ses états de service ne mentionne ses exploits. Enfin, d'autres témoins clés, comme Melvin Brown ou Glenn Dennis, ont vu leur récit évoluer au fil des années, parfois rapportés par des proches après leur mort. Leurs versions diffèrent, se contredisent ou reposent sur des souvenirs transmis de seconde main. Tout cela ne veut pas dire qu'ils ont menti, mais simplement qu'après 50 ans, les certitudes s'effritent.